Alors, oui, ça me fait plaisir de présenter, madame, Rachel Thibault, qui est docteure en psychologie, ergothérapeute et récipiendaire de l'Ordre du Canada. Elle est spécialiste en résilience, psychologique, réadaptation à base communautaire et soutien entre les pairs, en plus d'être spécifiquement dans les contextes de crise tels que les zones de conflit ou sinistrées ou les zones ou les régions de ressources, restreintes. Et à la suite de sa carrière de clinicienne, de chercheuse et de professeure, elle travaille maintenant comme consultante dans le domaine de la résilience psychologique auprès d'un vaste éventail d'organisations. Alors, je vous souhaite la bienvenue et excellente présentation. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être de retour avec vous. Alors, sans plus tarder, je vais simplement partager mon PowerPoint, qu'on puisse démarrer. Alors, aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est vraiment l'impact de l'anxiété dans l'apprentissage. Puis, on va regarder à la fois les constats et les stratégies pour tenter d'améliorer un peu les choses. Alors, qui suis-je? Ça a été mentionné, ergothérapeute avec des formations doctorales en psychologie, et j'accompagne aussi des communautés, des individus depuis plus de 40 ans sur le thème de la résilience. Alors, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? On va regarder tout d'abord les liens entre anxiété et apprentissage, ce qui constitue un mélange particulièrement explosif qui a des conséquences. On va parler ensuite de stratégies pour gérer l'anxiété en contexte d'apprentissage. Et à la fin, on va regarder comment démarre-t-on le processus pour nous aider à gérer en effet cette anxiété dans le contexte qui nous occupe. Les objectifs sont très simples. Dans le fond, le but de la manœuvre, ce qui est le plus important pour moi, c'est d'offrir des outils simples de gestion de l'anxiété en contexte d'apprentissage qui sont applicables dès maintenant. Et ce que je désire faire aussi, c'est de couvrir un éventail d'outils assez variés pour que chacun y trouve un élément utile. On parle beaucoup, évidemment, des différents profils d'apprenants. Alors, lorsque vient le temps de gérer l'anxiété, on a besoin aussi d'avoir différents profils pour combler les besoins de tout un chacun. Alors, quels sont les principaux impacts de l'anxiété sur l'apprentissage? Comme je le mentionnais au premier webinaire, j'arrive d'horizon plutôt de neurosciences. Alors, regardons ce qui se passe dans notre cerveau. Alors, si on est stressé, si on vit des situations anxiogènes, c'est clair qu'on va se mettre à sécréter des hormones de stress, dont le cortisol. Et le cortisol, à forte dose, a des effets qui peuvent être étonnants. Le premier, parmi ces hormones de stress, elles diminuent notre capacité à cibler notre attention. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que même quand on essaie, lorsqu'on est vraiment anxieux, on est incapable de s'arrêter assez longtemps pour cibler notre attention, faire le focus sur une situation bien précise. Donc, simplement de s'arrêter représente un défi. Et non seulement s'arrêter représente un défi, si on y arrive, on va être incapable de maintenir notre attention. Alors déjà, on voit que dans un contexte d'apprentissage, la base, c'est d'abord d'être là, de porter attention, et ensuite de porter attention assez longtemps pour qu'il puisse y avoir échange de connaissances. Pour encore empirer les choses, le cortisol a la fâcheuse conséquence d'attaquer les cellules de l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est la structure neurologique qui est responsable de la mise en mémoire. Alors, on voit comment les enjeux s'accumulent, incapacité à porter attention, à soutenir l'attention. Si encore là, on arrive à porter attention,
Eh bien, les faits qu'on apprend vont avoir beaucoup de difficultés à s'imprimer dans notre mémoire. Et ce qui complique encore la donne, les hormones de stress bloquent l'accès à nos fonctions cognitives supérieures. Puis on le sait tous pour l'avoir vécu, quand on est dans un état de grand stress, on n'arrive pas à réfléchir correctement. On va faire des erreurs de jugement, on va faire des erreurs de logique, on a beaucoup de difficultés à faire des liens. Donc, cet accès à nos fonctions cognitives supérieures est fortement entravé. Et pour rajouter à l'ensemble, les hormones de stress amplifient le biais de négativité et le sentiment d'incompétence associé. Et on y reviendra sur ce biais de négativité et le sentiment d'incompétence. Donc, tout ça, on le voit très bien quand ça s'enchaîne, ça entraîne des effets désastreux qui font en quelque sorte que l'apprenant est presque paralysé. On a beau tenter d'apprendre, le corps ne suit pas. Et je donne une anecdote personnelle. J'ai travaillé beaucoup dans des zones de guerre. J'ai travaillé avec des survivants de guerre qui avaient vécu, entre autres, des blessures de guerre, qui devaient réapprendre à marcher, qui devaient réapprendre à bouger, à parler. Et ce qu'on relevait, c'est que tant qu'on est dans un contexte anxiogène, c'était pratiquement impossible de faire des progrès. Les gens y mettaient toute leur bonne volonté, tout leur cœur, mais encore une fois, au niveau de la physiologie du cerveau, l'anxiété était tellement grande que l'apprentissage en devenait impossible. Alors, que peut-on faire quand on se retrouve dans une situation anxiogène et où on a besoin d'apprendre? Je reprends ici les travaux de Sonia Lupien qui nous parle du ciné du stress. Simplement pour nous donner un peu la base, quels sont les mécanismes fondamentaux du stress? Elle nous dit, le stress apparaît quand on a peu de contrôle sur une situation. Si on a l'impression de perdre le contrôle, déjà, on va se sentir mal à l'aise. Déjà, une forme d'anxiété va commencer à émerger. Si, qui plus est, la situation est imprévisible, à ce moment-là, ça rend, encore une fois, le contrôle de l'anxiété encore plus difficile. Les situations nouvelles sont souvent imprévisibles, donc ça aussi, ça va contribuer à notre stress. Et si l'ego se sent menacé, là aussi, le stress va continuer à s'amplifier. Donc, ça nous fait l'acronyme CINE pour contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté, ego menacé. Donc, si on regarde le système scolaire, souvent les apprenants ont peu de contrôle dans la situation. Alors, déjà, ça va générer une anxiété. Souvent aussi, le processus peut être imprévisible. Quels vont être les prochains apprentissages? Comment ça va se dérouler? Donc, clairement, déjà avec les deux premiers points, si on peut redonner un certain contrôle à l'apprenant, disons que ce soit lui qui détermine peut-être en partie la séquence de ses apprentissages, certains modes d'apprentissage, déjà on voit un apaisement va se produire. Si tout est bien défini, quels sont les apprentissages à venir, comment les choses vont se dérouler, si on diminue l'imprévisibilité, on va diminuer d'autant le stress. La nouveauté, donc, d'amener des situations nouvelles de façon relativement espacée. Donc, on introduit des nouveaux concepts, on les intègre petit à petit, on donne à l'apprenant le temps de se familiariser avec la nouveauté avant de passer à des contenus nouveaux. Donc, ça permet là encore de mieux contrer l'anxiété. Et l'ego menacé, donc de s'assurer qu'on ne met pas l'apprenant dans une situation où il va se sentir jugé, dénigré, méprisé. Donc, dans la mesure où on établit des principes de base, selon, encore une fois, les travaux de Sonia Lupien sur la nature du stress, ça nous donne déjà quelques prises pour créer un environnement qui va être moins anxiogène pour l'apprenant.
Alors, la source du stress, selon Lupien, c'est vraiment, encore une fois, la perte, le sentiment d'une perte de contrôle sur son temps, sa santé, ses finances, son mariage. Peu importe la sphère d'activité, c'est vraiment cette perte de contrôle qui va engendrer chez nous le stress. Alors, en bout de course, notre démarche devrait nous aider à réacquérir un sentiment de contrôle sur les différentes facettes de nos vies. Et dans le cas qui nous occupe, plus sur l'apprentissage. Alors, proposons une démarche en 5 étapes. Première étape, ça va être d'accueillir ce qui se produit, donc d'accueillir le fait qu'on vit une certaine anxiété. Je suis dans ma salle de classe, je vis une certaine appréhension. Alors, au lieu de me braquer et me dire non, tout va très bien, au lieu de faire du déni, de me braquer, de me débattre, je vais simplement accueillir ce qui se produit. Puis, on va en parler un peu plus loin. Deuxième étape, revenir à moi. Alors, me rassembler les idées, revenir à moi. Troisième étape, utiliser les stratégies générales du contrôle d'anxiété qu'on a présenté lors du premier webinaire. Quatrième étape, parce que tout ça va m'avoir permis de regagner une certaine maîtrise sur mon anxiété, ça va me permettre un accès à mes fonctions cognitives supérieures et ça va me permettre de m'auto-évaluer, de me dire « Ah, où est-ce que j'en suis dans mon processus? » Et à la fin, de me trouver des stratégies pour renforcer davantage mon sentiment de contrôle. Alors, décortiquons étape par étape cette démarche en 5 points. Donc, quand on est dans l'intensité du moment, on se sent submergé par l'anxiété, comment accueillir ce qui est? Alors, pour comprendre comment accueillir ce qui est, il faut d'abord comprendre que l'anxiété, c'est une émotion. Et je pourrais vous poser la question, grelotter, est-ce que c'est bon ou mauvais? Et souvent, quand je pose la question, les gens me disent, ben grelotter, c'est mauvais, c'est très désagréable. Bon, j'aime pas grelotter, ça veut dire qu'on a froid, ça veut dire qu'on est malade, donc grelotter, c'est mauvais. Sauf que si on s'y arrête un peu plus longtemps, grelotter, c'est uniquement un signal essentiel. Grelotter, ça me dit que mon corps tente de retrouver sa température interne et donc que j'ai quelque chose à faire pour l'aider à revenir à un équilibre. Et donc, grelotter, c'est le signal que je reçois pour me dire « il faut agir ». Mais donc, grelotter, c'est désagréable, mais grelotter n'est pas mauvais en soi. Et c'est ce que nous apprend, entre autres, Christophe André, un psychiatre français qui a travaillé beaucoup sur la résilience, la pleine conscience. Il nous dit, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises sensations, il y a simplement des sensations agréables et désagréables, et elles sont toutes porteuses d'un message. Donc, grelotter, c'est désagréable, mais ce n'est pas mauvais en soi, c'est porteur d'un message. Et Christophe André nous dit, c'est la même chose pour les émotions. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, que des émotions agréables et désagréables, toutes porteuses d'un message. Et donc, l'anxiété qui monte en moi, elle est très nettement désagréable, mais elle n'est pas mauvaise. Elle se produit parce qu'elle a un message à me donner. Alors, selon Christophe André, l'émotion définie simplement, c'est simplement un phénomène neurologique qui a pour fonction de nous informer sur notre état intérieur. C'est une lentille qui nous dit où nous en sommes. Et donc, notre toute première démarche, ça va être d'accueillir les émotions, d'accueillir notre anxiété sans jugement, de faire le constat, ah, mon anxiété, elle est là, plutôt que de se débattre, de faire du déni, des stratégies qui, en bout de course, viendraient
nous épuiser, nous vider de nos forces affectives vitales. Alors, on veut préserver notre énergie et on aborde tout ça sur le mode de l'observation tranquille. Ah, je vis de l'anxiété. C'est désagréable, mais n'amplifions pas, regardons simplement ce qui est là. Alors, une fois que j'accepte mon anxiété, que je l'accueille, ma deuxième étape, c'est maintenant de revenir à moi pour retrouver ma capacité d'attention. Parce que quand l'anxiété me saisit, je deviens complètement dispersée, je suis à l'extérieur de moi-même, j'ai peur de tout. Et là, l'important, c'est de me recentrer, de revenir à moi, retrouver cette capacité d'attention. Et ça, c'est intéressant. Il y a une base physiologique importante. C'est le rôle de l'orexine. L'orexine, c'est ce qu'on appelle un neuropeptide, donc une substance que notre cerveau sécrète. Et l'orexine a plusieurs fonctions. Elle régule l'appétit, elle régule notre humeur, elle agit sur d'autres substances, dont la dopamine, donc elle nous aide à avoir une humeur plus stable, et elle régule le sommeil, l'attention et la vigilance. Justement, parfois en neurosciences, on dit la personne qui vient à court d'orexine, encore une fois, c'est un petit peu une poule pas de tête. Elle va être tout à fait dispersée, incapable de cibler son attention. Donc, l'orexine, il faut s'assurer qu'on la préserve et, dans la mesure du possible, qu'on accentue sa sécrétion. Alors, regardons ça de plus près. Si on regarde notre cerveau contient environ 100 milliards de cellules, donc une grosse masse cérébrale, beaucoup de cellules. Dans cette grosse masse de 100 milliards de cellules, il y en a seulement de 10 000 à 20 000 qui produisent l'orexine. Donc, c'est encore plus petit qu'une aiguille dans une balle de foin. Il y a très, très peu d'îlots dans notre cerveau qui produisent cette substance qui nous permet de nous centrer. Alors, on tombe rapidement en carence. Puis, je voudrais que vous pensiez comme analogie à un réservoir d'eau chaude. Disons que vous avez eu plein d'invités à la maison. Ils ont tous pris une douche. Là, c'est votre tour. Plus d'eau chaude. Fini. Alors, si vous voulez prendre une douche chaude, éventuellement, il n'y a pas 36 solutions. Votre toute première étape, ça va être de fermer tous les robinets. Puis, une fois que tous les robinets sont fermés, ça va permettre à l'eau de s'accumuler dans le réservoir et éventuellement de se réchauffer. Quand on devient anxieux, notre production d'orexine tombe en flèche. Donc, on est en panne d'orexine. L'analogie, c'est que si je veux me refaire de l'orexine, il faut que je ferme les robinets. Et les robinets, ce sont les sollicitations cognitives. Donc, si je suis très anxieux et je suis en carence d'orexine, puis là, je me dis, oh, il faut que je fasse ma liste d'épicerie, il faudrait que je fasse mon budget, il faut que je réponde à tel dossier. Tout ça, je vais être incapable de le faire parce que je suis en panne. Puis mon réflexe, ça va être de me forcer, de fouetter le cheval, de dire, si j'essaie assez fort, je vais être capable de me concentrer. Mais la réalité, c'est l'inverse. Si je n'ai pas d'orexine, je ne pourrai pas me concentrer mieux. Il y a une seule solution, ça va être l'arrêt bref, mais complet des sollicitations cognitives. Donc, 4 ou 5 fois par jour, si on est de tempérament anxieux, quand on étudie, quand on est en processus d'apprentissage, c'est de se dire, oups, je débranche tout et je passe 3 à 5 minutes à ne rien faire. Je devrais dire à ne rien faire de cognitif. Ça veut dire, je ne vais pas regarder mes courriels, je ne vais pas voir même une vidéo sur Internet, je ne vais pas lire un livre. Ce que je vais faire une balade dehors. Ce que je fais, je me lime les ongles, je m'assois et j'écoute de la musique, je me fais une petite tasse de tisane. Toute chose qui ne requiert aucun jus de cerveau. Mais alors là, aucun. Et donc, c'est l'équivalent de fermer tous nos robinets
pour que l'orexine, les stocks d'orexine puissent se refaire. Quand on en a la chance, on va s'offrir une plage quotidienne plus longue, justement de repos cognitif, encore une fois, pour remonter notre niveau d'orexine, et pendant la nuit, nos stocks vont se refaire. J'ai souvent des gens qui me disent « Mais voyons, Rachel, il doit y avoir des méthodes pour qu'on puisse reprendre là, le fil beaucoup plus rapidement. » Malheureusement, non. Il n'y a aucune autre solution rapide et facilement accessible qui existe. Alors, l'arrêt bref, mais complet, et je le sais quand je le suggère, je le vois dans le regard des gens, de ceux avec qui je travaille, ça va contre notre culture. On est dans une culture de vitesse, on est dans une culture de productivité, et l'idée de s'arrêter complètement, c'est très étranger à nos modes de réaction, mais c'est un apprentissage nécessaire qui a vraiment une base physiologique. Et donc, pour faciliter notre apprentissage en période d'anxiété, il faut vraiment s'accorder ces plages-là de repos cognitif. C'est une nécessité à la fois physiologique et psychologique. Ensuite, ce qu'on peut aller utiliser, ce sont les stratégies générales qu'on a présentées lors du premier webinaire. Évidemment, je ne les reprendrai pas, je vous en fais la liste. Protéger notre sommeil. On sait que si on est anxieux, si on dort mal, ça va vraiment amplifier le problème. Et dans le webinaire précédent, on a parlé de l'alimentation. Quels sont les aliments qui vont nous aider à calmer cette anxiété? L'exercice, encore une fois, qui est un exutoire important qui nous aide à se calmer. D'utiliser un inventaire sensoriel, de revenir à nos sens pour nous aider à créer des ancrages sensoriels. Donc, de revenir à mon odorat, de revenir aux sensations tactiles, aux sons. De s'assurer qu'on a un environnement familier qui est en ordre. Et donc, que tout ça me paraît très habituel et ne génère pas de signaux d'anxiété. De liquider mes tâches irritantes ou stressantes en premier pour pas que ce soit là en avant dans mon horizon à me peser. Puis, il y a du recadrage de perspective qui était présenté lors du premier webinaire. Donc, une fois qu'on a fait ça, on est revenu à soi, on a fait quelques stratégies pour nous aider à nous déposer, là, tout à coup, on a notre orexine, puis on est moins agité, alors nos fonctions cognitives supérieures, nos fonctions d'analyse, tout à coup, reviennent en ligne. Alors là, on est plus à même de se dire, parfait, là, je suis assez calme pour m'auto-évaluer. Alors, on va aller regarder ça ensemble. S'auto-s'évaluer, donc, c'est apprendre à s'observer. Et la première observation qu'on devrait faire, c'est ce qu'on pourrait appeler nos signes vitaux psychologiques. De dire, là, oui, bon, j'ai mon anxiété, mais je me suis calmée un peu, mais où est-ce que je me situe de façon générale dans ma vie autour de cet enjeu d'anxiété? Puis il y a beaucoup de paramètres qui peuvent nous servir d'indicateurs de notre anxiété. L'humeur en est un. Et je peux me poser la question, est-ce que mon humeur est assez égale ou est-ce que je suis tellement anxieuse dans le moment que je disjoncte, que je pète les plombs pour des peccadilles? Est-ce que mon humeur est très instable? Après ça, je peux me regarder et me dire, est-ce que je suis assez déposée, tranquille et disponible à des nouvelles possibilités pour être ouverte au plan cognitif ou est-ce que je tombe tout de suite dans le cynisme quand on propose des nouveaux projets? Donc, est-ce que je me dis, ah, c'est intéressant à explorer ou non, je suis bien trop anxieuse, ça ne marchera pas de toute façon. Alors, déjà, c'est aussi un autre indicateur. Au plan cognitif, on en parlait. Suis-je capable de concentration? Ou est-ce que je suis complètement dispersée, éparpillée? Au niveau de mes relations sociales, de mes liens sociaux, est-ce que je me dis « Oh non, j'aime mieux pas voir de gens, là, tout me rend tellement nerveuse, là, je suis mieux de rester toute seule à la maison. » Alors, est-ce que mon anxiété commence à teinter mes liens sociaux? Puis, au plan de ma créativité, est-ce que c'est de me dire « Oh, ben là, j'ai pas l'énergie, puis je suis pas sûre que si je
je ponds des choses, ça va être bon, alors j'opte pour la passivité. Puis on le sait très bien, dans les milieux de l'apprentissage, ce qui est important, c'est de maintenir la flamme créative. Alors, et que la flamme créative et l'anxiété, souvent, ça ne fait pas bon ménage. Parce qu'on a peur de l'échec, on a peur du regard d'autrui. Donc, l'anxiété va nous bloquer aussi dans l'expression de notre potentiel créateur. Alors, ces indicateurs-là, on les a pris et on les a intégrés à d'autres. Et c'est une démarche que j'ai faite avec le Programme d'aide aux médecins du Québec pour nous donner un baromètre de notre santé psychologique, de voir où on en est avec notre anxiété et si on doit prendre des mesures pour nous ramener à un état qui va permettre l'apprentissage. Alors, c'est ce qu'on a appelé aussi notre prise des signes vitaux psychologiques. Alors, regardons comment ça fonctionne. 4 colonnes de l'état en santé. C'est un outil qui était utilisé dans les forces armées qu'on a retravaillé. Et donc, ça va justement de la santé jusqu'à l'état critique. Et dans cet outil-là, ce qu'on a intégré, c'est les paramètres dont je viens de vous parler, mais aussi la question du sommeil. Est-ce que, si on fait l'exercice, est-ce que j'ai un sommeil réparateur de ces jours-ci où l'anxiété me taraude tellement que mon sommeil commence à être perturbé, ou j'ai peut-être même un sommeil très agité avec des cauchemars, où je tombe carrément en état d'insomnie ou en état d'hypersomnie, où je dors tout le temps. Je peux regarder au niveau de mon énergie, est-ce que mes tensions musculaires, est-ce que je me sens bien dans ma peau? Ou là, je commence à avoir des tensions, des maux de tête. Et là, j'ai vraiment des douleurs physiques, là, les muscles endoloris. Et j'en développe des maladies physiques. Socialement, on en parlait. Est-ce que j'ai encore le goût d'avoir des liens avec les gens ou ça me crée tellement d'anxiété que je m'emprisonne chez moi? Et aussi la consommation d'alcool ou de drogues récréatives. Est-ce que j'en prends à l'occasion ou là, mon anxiété fait en sorte que je bois un peu plus souvent, puis après ça, j'en viens, ma consommation est difficile à contrôler ou je suis carrément tombée dans la toxicomanie. Alors, la façon dont ça fonctionne, notre baromètre de la santé psychologique de l'anxiété, c'est de le regarder. On le fait un peu comme on fait le suivi pour la tension artérielle. Si vraiment votre tension, votre pression sanguine est très élevée, votre médecin ne vous dira pas « Ah, on va faire une lecture aux 3 mois, puis on verra quelle stratégie utiliser. » Non, non, votre médecin va dire « On va prendre la lecture justement de la tension artérielle 2, 3, 4 fois semaine, on va voir comment ça se passe, puis après ça, on pourra trouver des stratégies. Mais il faut savoir si la pression est haute ou basse et s'adapter à ça. C'est la même chose avec notre anxiété. Il faut savoir, est-ce qu'on a l'anxiété vraiment dans le plafond ou est-ce que c'est gérable? Alors, avec cet outil-là, ce qu'on recommande, puis on l'a testé maintenant sur, je pense, à peu près 5 ou 6 000 personnes, c'est de le faire à peu près 1 ou 2 fois semaine. Et maintenant, une fois qu'on est familier avec l'outil, ça prend à peu près 1 minute. Alors, je suis capable de me dire, ah, OK, ces jours-ci, je suis pas mal dans la colonne santé. J'ai eu quelques maux de tête. Puis par contre, j'ai vraiment de la difficulté à me concentrer. Quand je commence à avoir plusieurs éléments dans les colonnes de droite, c'est de me dire, c'est mon signal d'alarme, me dire, là, encore une fois, temps d'arrêt, je dois revenir, puis on peut aller voir les stratégies qu'on recommande. Donc, si c'est un petit dérapage, une dérive légère, je peux redire, oh, parfait. Là, c'est le temps de ralentir, de me reposer, de limiter les stresseurs dans mon environnement, puis d'agir sur les stresseurs sur lesquels je peux agir. Si par contre, je trouve que j'en ai pas mal dans la colonne fragilisée, ça va être de me dire, oh, là, je suis peut-être mieux de me tourner vers quelqu'un, une personne de confiance, d'aller parler de ma difficulté avec mon anxiété. Et si je suis rendue ici, ben là, ça relève vraiment des professionnels de la santé. C'est une anxiété pathologique. Ça va être le temps d'aller voir, d'aller consulter.
Mais règle générale, on va naviguer autour d'ici, puis on essaie donc de se ramener dans la colonne de gauche, qui est la colonne, évidemment, qui va optimiser l'apprentissage. Et donc, si on le fait 1 ou 2 fois semaine en continu, on est capable de voir notre évolution et ça devient un outil de prévention. On est capable de se voir aller dans nos dérapages et de dire, là, je dois agir sur mon anxiété parce que ça va beaucoup trop rapidement vers la zone critique. Donc, une fois qu'on s'est évalué et qu'on a une bonne idée où on se situe, il s'agit de se redonner un sentiment de contrôle. Alors, il y a 3 stratégies pour se redonner un certain contrôle. Ça va être, en premier lieu, de contrer le biais de négativité, on va en reparler, éliminer les micro-stresseurs et gérer son temps différemment. Alors, contrôler le biais de, oups, j'ai oublié un i, le biais de négativité qui est amplifié par l'anxiété. Alors, déjà en temps normal, le cerveau humain a une très fâcheuse tendance qui est d'amplifier le négatif et dès qu'il y a un élément négatif, de tout colorer notre environnement, notre univers mental avec cette négativité-là. Puis il y a un proverbe, je trouve, qui exprime bien la situation. Une cuillerée de goudron dans un tonneau de miel gâche tout le tonneau. Une cuillerée de miel dans un tonneau de goudron n'améliore pas le tonneau. Donc, j'ai beau avoir tout un tonneau de miel, si j'ai une cuillerée de goudron, tout ce que je vais voir, tout ce que je vais goûter, tout ce que je vais sentir, c'est le goudron. Et c'est comme ça qu'on fonctionne comme être humain. En temps normal, quand on est anxieux, ça rend la chose encore plus marquée. Alors, comment ça fonctionne, ce biais de négativité qui est sous notre anxiété et qui donc va venir aussi s'aborder notre apprentissage? Quand on tombe en biais de négativité, il y a une distorsion cognitive qui se produit. On ne voit plus que la bête noire. Le champ de la conscience se restreint et le traitement d'informations nouvelles est compromis. Je vous donne un exemple. Vous êtes sur l'autoroute, puis quelqu'un, sans aucune manière, là, un ours mal léché, vient vous couper dans le trafic. Ça vous saisit, c'est un événement qui arrive, ça crée de l'anxiété. Ben, pendant quelques kilomètres, vous allez être habité par cet événement-là. Le champ de votre conscience va dire « il m'a coupé, il n'avait pas le droit de faire ça, pourquoi il m'a coupé? » Ça va vraiment vous habiter. Et donc, vous allez avoir de la difficulté à traiter des informations nouvelles. Ça nous met même plus à risque de faire un accident parce que notre attention va être sur cet élément négatif qui vient de se produire. Donc, on a une distorsion cognitive. Oups, on ne voit que le négatif. Puis cette tendance-là, elle est, on le sait que la charge émotive associée à un événement négatif est 5 fois plus grande que celle associée à un événement positif. Ça, c'est en temps normal. Puis, je vous donne un exemple de ça. Si quelqu'un le matin me dit « Rachel, tu portes donc une belle robe », je vais avoir un certain degré de satisfaction. Si par contre, un peu plus tard, quelqu'un me dit « Mais voyons, Rachel, cette couleur-là, ça ne va pas du tout », ma réaction par rapport à la critique va être 5 fois plus forte que ma réaction associée au compliment. Tout à coup, là, c'est toute la critique qui habite encore une fois mon univers mental. Et ça, c'est en temps normal. Quand je vis de l'anxiété, cette tendance-là est encore amplifiée. Donc, ça peut aller jusqu'à 10 fois plus, une intensité 10 fois plus grande sur les événements négatifs. Alors, c'est clair que on va devoir en parler dans l'apprentissage, puis on va y revenir. Puis un autre volet du biais de négativité qui ne nous simplifie pas la vie, c'est que quand on pense, entre autres, à des tâches qu'on a à accomplir,
Notre cerveau voit souvent dans les tâches à accomplir, le travail, il y a une partie que notre cerveau décode comme une corvée et notre cerveau, lui, il a le goût de dire il faudrait expédier ça le plus rapidement possible. Ce qui fait en sorte que notre cerveau, il est vraiment médiocre quand vient le temps de déterminer combien de temps une tâche va prendre pour qu'on va prendre dans notre horaire. Alors, en temps normal, ce qu'on sait, c'est que quand on ne vit pas d'anxiété, on a déjà un gros décalage dans notre évaluation entre le temps que j'accorde à une tâche et le temps que ça va me prendre. Mais quand je vis de l'anxiété, c'est encore pire. Alors, dans l'apprentissage, si je me dis tel travail, tel apprentissage va me prendre tant de temps, disons, va me prendre, je ne sais pas, moi, 3 semaines, et que dans le fond, ça m'en prendrait plus, mais que je suis anxieuse, je vais me dire un apprentissage qui va peut-être me prendre 2 mois. Moi, dans ma tête, je me dis, je devrais être capable de faire ça en 1 semaine. Et c'est clair que quand je n'arrive pas à mes échéanciers, bien, ça génère encore plus d'anxiété. Ça crée vraiment un cercle vicieux. Donc, chez l'apprenant anxieux, le biais de négativité accentue le sentiment d'impuissance et le désengagement. Quand un apprenant, tout à coup, a une mauvaise note, l'apprenant anxieux a une mauvaise note, il a de la difficulté à faire un apprentissage, là, il amplifie. Ce petit obstacle-là, il est devenu énorme. Dans sa tête, il est devenu insurmontable. Il va avoir eu une difficulté à un examen, puis il va se dire le suivant, c'est la fin du monde, à cause du biais de négativité. Et parce que tout semble insurmontable, ben, on s'en doute, il va avoir une réaction de désengagement. On va se dire, tout le monde aux abris, je suis mieux de me désengager, d'aller me cacher quelque part, parce que ce qu'on me demande, c'est démesuré. Alors, comment on désamorce notre biais de négativité? La première façon, c'est de se dire soi-même, si ma situation arrivait à quelqu'un d'autre, est-ce que je jugerais sa réaction excessive? Puis ça, malheureusement, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut nous le dire. Donc, c'est un outil qu'on va donner à nos apprenants, de leur dire, quand vous commencez à paniquer, que l'anxiété monte, puis vous sentez que vous perdez le contrôle, est-ce que vous pouvez prendre un petit recul et vous dire, quand vous regardez l'obstacle auquel vous faites face, si ce n'était pas vous qui faisiez face à cet obstacle-là, est-ce que vous penseriez que c'est démesuré si c'était quelqu'un d'autre qui le vivait? Donc, juste pour aider l'apprenant à relativiser, de dire, OK, oui, j'ai peut-être pas une bonne note dans un travail, j'ai une difficulté à faire un apprentissage, mais si c'était mon voisin qui vivait ça, je le jugerais peut-être un peu excessif si tout à coup il se mettait à exploser. Ensuite, de revenir aux données réelles. Alors, avec l'apprenant qui est anxieux, de lui réen-mémorer ses succès passés, de dire, oui, c'est difficile aujourd'hui, mais regarde tout ce que tu as accompli. Parce que comme il est coincé dans le biais de négativité, lui, il a oublié ce qu'il a accompli. Il voit juste ses failles dans le moment. Alors, notre rôle, en tant qu'accompagnateur, c'est de lui ramener ses succès passés et les obstacles qui ont été surmontés. Et donc, ça permet de recréer un équilibre cognitif et de l'aider à réévaluer le temps requis pour faire le travail d'apprentissage. Règle générale, il faut multiplier notre évaluation initiale par 2 ou par 3. Si je dis, tel travail, là, ça devrait me prendre à peu près, je devrais être capable de faire ça en 10 heures. Mettez-en 20 tout de suite au départ, parce que le biais de négativité nous joue des tours. Et si on ne met pas suffisamment de temps, ben c'est là où on entre dans cet engrenage où on va être coincé dans le temps et notre anxiété va augmenter d'autant. Deuxième stratégie, travailler sur le microstress. Le microstress, ce sont les détails ici et là dans notre vie qu'on devrait identifier pour qu'on puisse les atténuer ou les éliminer. Les détails qui nous
siphonne nos forces vives, puis ce n'est pas nécessairement des choses hyper importantes. Ça peut être des procédures mal adaptées à l'école, ça peut être dans un syllabus des attentes qui manquent de clarté, que l'apprenant n'est pas sûr d'où il s'en va avec les exigences de l'enseignant. Des canaux de communication nébuleux, s'il veut plus de clarification sur un travail, sur un sujet, où est-ce qu'il doit s'adresser. Toutes des choses que si elles sont clarifiées, ça diminue le fardeau d'anxiété de notre apprenant. Alors, il y a même des tableaux du microstress qui ont été créés, puis vous allez l'avoir avec les diapos, puis il y a 3 types de microstresseurs. Il y a les microstresseurs qui rajoutent à la tâche. Donc, ça peut être le manque de congruence, ça peut être le comportement imprévisible d'un superviseur. Puis, du côté des apprenants, je vous donne des exemples, des étudiants qui me disent « Ah, quand les dates d'examen changent tout le temps, quand les critères pour les travaux changent tout le temps. » Ça, pour eux, c'est anxiogène. Ils ont besoin de clarté. Quand les échéances, c'est ça, changent tout le temps. Donc, de savoir clairement où on s'en va. Alors, ça peut être des microstresseurs comme ça qu'on vit avec des superviseurs de stage, disons, avec des professeurs, ça peut être avec d'autres étudiants, etc. Mais donc, de regarder ces facteurs qui ajoutent à la tâche. Le deuxième groupe de facteurs parmi les microstresseurs, c'est sur les ressources affectives. Dans mon école, est-ce qu'il y a de l'intimidation? Est-ce que j'ai peur de vivre des confrontations confrontantes? Est-ce qu'il y a des choses qui sont difficiles? Donc, d'aller voir, est-ce qu'il y a des éléments qu'on pourrait atténuer au niveau je vous dirais, des pressions affectives dans les milieux. Puis le troisième type de microstresseur, c'est les facteurs qui viennent miner mon identité ou mes valeurs. Donc, dans le cadre de mon travail, est-ce qu'on me demande des choses dans le cadre de mes études, dans un stage? Est-ce qu'on me demande de faire des choses qui vont à l'encontre de mes valeurs morales? Ça va me créer un stress. Alors, est-ce que je peux changer de sujet? Est-ce qu'on peut faire des aménagements pour que je n'ai pas ces stresseurs-là? Alors, puis est-ce que les perturbations dans le milieu aussi? Puis dans le moment, ce que je vois beaucoup, vous vous en doutez, c'est toute la question des vaccinés et des non-vaccinés dans les écoles. Ça crée énormément d'anxiété. Dans les écoles où les gens sont là physiquement, les apprenants vaccinés ont peur des non-vaccinés et vice-versa. Donc, d'avoir des conversations pour dire, puis dans certaines écoles, ce qu'on est en train de faire, c'est dire, bien, c'est parfait, on va s'arranger pour avoir des horaires que certaines journées, ça va être les non-vaccinés, certaines journées, ça va être les vaccinés. On mettra le moins possible les deux groupes en présence pour diminuer l'anxiété. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle les microstresseurs, qui ne sont pas des stresseurs profondément existentiels et sur lesquels on peut avoir prise. Et notre troisième stratégie, c'est une gestion du temps qui est ancrée dans le sens et non dans la productivité. Puis, j'aurais aimé trouver un livre en français. Malheureusement, je n'ai pas eu trouvé. Celui que je vous mets à l'écran, pour moi, ça a été une trouvaille en 2021. Ça a été publié à l'été 2021. Puis, comme vous le voyez, ça s'intitule « 4000 semaines, gestion du temps pour les mortels ». Et donc, la façon dont Oliver Burkeman aborde la gestion du temps, c'est de se dire, si on a le privilège de vivre jusqu'à 80 ans, ça nous donne au total à peu près 4000 semaines. C'est pas beaucoup. On a peut-être intérêt à bien les utiliser et bien utiliser notre temps, ça veut dire de l'utiliser en fonction de ce qui a un sens pour nous. Alors, Burkeman nous donne des stratégies pour optimiser, encore une fois, l'utilisation de notre temps, parce que quand on sent qu'on utilise bien notre temps, ça diminue notre anxiété. Alors, regardons ce qu'il a à nous offrir.
En premier lieu, il nous dit adopter une approche de volume fixe. Donc, établissez une durée pour chaque tâche. Et ça, c'est avec un petit peu d'expérience. Donc, pour les apprenants, pour diminuer l'anxiété, ce serait de leur dire, disons, vous devez préparer une présentation orale. Ce serait de dire, je mets tant d'heures sur ma présentation orale, je mets les 80% de mon temps sur le contenu, puis 20% sur l'esthétique et la présentation. Et donc, ce qu'on veut éviter, parce qu'encore une fois, si on regarde ce qui génère de l'anxiété chez les étudiants, souvent, ils vont tellement accorder de temps à l'aspect esthétique, ils vont passer des heures et des heures et des heures à peaufiner le PowerPoint au détriment du contenu, puis après ça, ça va avoir empiété sur d'autres tâches. Donc, on se donne un temps et on définit ce temps, volume fixe. Ne faire qu'une tâche à la fois. On le sait, le multitâche, c'est de l'utopie, ça ne fonctionne pas. Troisième stratégie, et celle-là, elle a vraiment un gros impact, décider d'avance quelles tâches seront moins peaufinées. Berkman appelle ça de la sous-performance stratégique. Et je reviens, ça peut être aussi de dire, dans le temps que je vais me donner, là, je ne mets pas 20% sur l'esthétique de mon travail, j'en mets 10%. J'ai trop de travail, je n'ai pas de temps à mettre là-dessus. Je vous donne un autre exemple de sous-performance stratégique. Je reçois en moyenne 60 courriels par jour, 7 jours semaine. Puis, beaucoup de ces courriels-là démarrent en me disant « Rachel, je te demande juste 5 minutes. » Mais si j'ai 5 minutes 60 fois x 7, ça fait, avant même que j'ai commencé à travailler, j'ai 35 heures de courriel en avant de moi. Ce n'est pas gérable. Si je fais le courriel, je ne fais pas le reste. Alors, pendant des années, j'ai fait comme tout le monde, je me suis débattue à me dire « il faut que j'essaye de tout faire » avec le sentiment que je ne faisais rien correctement et que ça augmentait l'anxiété. La sous-performance stratégique, c'est de me dire « je fais le choix réfléchi et consenti de laisser tomber une bonne partie de mes courriels. Je fais le choix que des gens ne m'aimeront pas parce que je n'aurais pas répondu, mais je fais ce choix-là pour protéger le sens de ma vie, le sens de mon travail, le sens de ce qui est important pour moi. » Et ce que ça fait, je ne vous dis pas que c'est la situation idéale, c'est clair que ça égratigne quand les gens vous réécrivent, ça fait 3 fois que je t'écris que tu n'as pas répondu, mais ça fait que c'est un choix que j'ai fait et ça a beaucoup diminué mon anxiété. Et donc, les apprenants qui se voient avec beaucoup de tâches à apprendre, il va falloir qu'ils déblaient un peu le terrain et faire de la sous-performance stratégique, de dire, peut-être que ces jours-ci, je vais faire moins de recettes très élaborées à la maison qui me demandent beaucoup de temps parce qu'il va falloir que je mette plus de temps sur mes apprentissages. Donc, c'est le type de choix qu'on doit faire. Regardez encore une fois, regardez ce qu'on a accompli. Et Berkman dit, je trouve ça très beau, il dit qu'il faut apprendre à passer de la to-do list à la done list. Parce qu'encore une fois, notre biais de négativité nous fait juste voir ce qu'on n'a pas fait, ce qu'il nous reste à faire, il nous fait voir nos failles. Pour rétablir l'équilibre, on va garder la done list. On écrit la liste, on garde la liste de tout ce qu'on a accompli. Et quand l'anxiété monte, on regarde ça puis on se dit « Non, je n'ai pas vraiment tiré au flanc, j'ai accompli beaucoup. » Et ça nous remet, encore une fois, la pendule à l'heure. De choisir nos causes, nos activités. Ce qu'on remarque avec l'anxiété parfois des apprenants, ils vont prendre beaucoup d'activités extracurriculaires plutôt que d'être sélectifs. Puis parce qu'ils se dispersent beaucoup, ça fait plein d'activités qui n'arrivent pas à accomplir justement selon les normes qui leur plairaient. Et ça aussi, ça génère de l'anxiété. Donc, peut-être un peu moins, mais mieux. Adopter des technologies simples et peu distrayantes. Encore une fois, des données récentes, ce qui crée beaucoup d'anxiété chez nos apprenants, c'est qu'il y a une grande perte de temps
sur, entre autres, des cellulaires avec lesquels on peut pratiquement tout faire. C'est-à-dire, on peut aller voir le temps qu'il fait, on peut répondre à nos courriels, on peut aller lire les nouvelles, on peut faire des jeux vidéo. Plus la technologie immédiate va être simple et peu distrayante, plus on va avoir un contrôle sur notre temps. Donc, au lieu d'acheter le téléphone le plus sophistiqué, on a intérêt à acheter le moins sophistiqué. Et une autre stratégie qui paraît peut-être un peu étonnante, quand on est anxieux, une des meilleures stratégies, c'est de faire du bien à quelqu'un d'autre, d'avoir une forme de générosité spontanée. Et ça nous diminue l'anxiété. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails neurophysiologiques, mais ça nous fait sécréter ce que je pourrais appeler des hormones de bienveillance qui ont comme effet secondaire de nous apaiser. Alors aujourd'hui, en très peu de temps, on a quand même vu pas mal de stratégies quand on regarde tout ça, accueillir ce qui est, protéger notre sécrétion d'orexine, notre baromètre psychologique, etc. Alors, on a vu au total, mine de rien, 15 stratégies depuis le début de la rencontre. Et je reviens à une stratégie que je vous ai présentée lors du premier webinaire, c'est-à-dire les micro-résolutions. Vous pourrez retourner lire là-dessus un petit peu. Mais les micro-résolutions, c'est d'apprendre à choisir un tout petit pas, quelque chose qui est très simple pour diminuer notre anxiété. Et petit à petit, on rajoute une petite stratégie à une autre. Et je ne repasserai pas tout comment ça fonctionne. Vous pourrez aller voir le webinaire précédent. Mais c'est toutes des choses toutes simples. On peut prendre une ou deux micro-résolutions à la fois. Et ça prend à peu près, pour l'anxiété, ça peut prendre jusqu'à peu près 1 mois, 6 semaines avant que des stratégies soient bien ancrées. Puis une fois que les petites stratégies sont bien ancrées, on peut passer à d'autres. Et graduellement, un petit bloc à la fois, on se donne vraiment des stratégies pour mieux contrôler notre anxiété. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, parmi les 15 stratégies qu'on a survolées, d'en choisir une ou deux et de vous dire, ben, moi, c'est celle-là que j'adopte pour diminuer mon anxiété et faire en sorte que mon cerveau va être plus disponible pour l'apprentissage. Alors, merci, puis il nous reste quelques minutes pour des questions ou commentaires. Merci beaucoup, Rachel. C'était vraiment très, très riche. Encore une fois, ça nous a vraiment beaucoup éclairé sur les différentes stratégies qu'on peut utiliser au quotidien. J'aimerais dire à Madame Rachel Thibault à quel point j'ai aimé cette liste de stratégies pour nos apprenants et surtout cette notion de simplifier plutôt que de complexifier. Donc, c'est vraiment simplifier alors que le monde est devenu très complexe. C'est certainement un exercice assez difficile à faire, mais je pense qu'on doit le répéter, comme vous le dites, au quotidien et à nos proches, mais aussi à nos étudiants. Plus le monde se complexifie autour de vous, essayez de simplifier en fait votre impact et votre rôle sur ce monde. Donc, merci beaucoup, Rachel. Ça m'a fait plaisir. Et je dois avouer que je trouve fascinant tout ce qui nous arrive, encore une fois, des milieux de la neuroscience, à quel point cet exercice de simplification a des ramifications autant pour notre santé mentale que notre santé physique. J'ai une question ici. Oui, présentation très utile, un grand merci. Alors, comment voyez-vous le rôle de la méditation dans la lutte contre l'anxiété? En fait, moi, je suis une méditante depuis plus de 40 ans, donc je crois beaucoup à la méditation. C'est un de mes outils principaux. Et la méditation est vraiment importante. En fait, on va parler maintenant plus largement de pleine conscience. Et donc, la pleine conscience est vraiment essentielle dans le contrôle de l'anxiété. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si on vit une anxiété intense, ce dont on va avoir besoin, c'est ce qu'on va appeler une méditation en mouvement. Et je vous donne des exemples. Si vraiment je suis très anxieuse, je vais avoir de la difficulté à faire simplement regarder mon souffle, m'asseoir sur mon coussin de méditation. Alors, ce que je vais faire,
ça va être des choses comme ce qu'on peut appeler de la natation méditative. Je vais aller à la piscine, je fais mes longueurs, puis j'essaie juste d'être dans l'eau. Je porte attention à l'eau, mais je bouge, je me libère d'une charge affective tout en maintenant une attitude de pleine conscience. Les deux ne sont pas incompatibles. Ce qui est important, c'est de ne pas tomber dans le piège de pendant que je nage, je pense à des problèmes ou j'essaie de parler à quelqu'un à côté de moi. Et je dois rester dans cet état de je libère une charge d'énergie par le mouvement et en même temps, je reste centrée sur ce que je fais. Je trouve ça fort intéressant, si ce n'est que là, actuellement, avec la pandémie, c'est pas évident non plus par rapport à la natation, mais on peut opter, par exemple, à une autre activité comme aller nager, marcher. Le ski de fond, le ski de fond est excellent, c'est quelque chose qui est rythmique. Alors, j'ai eu beaucoup d'anxiété récemment, j'ai envie comme tout le monde, puis j'avais de la difficulté à m'asseoir sur mon coussin, pourtant je m'assois sur mon coussin depuis plus de 40 ans. Alors, ce que je suis allée faire, ça a été du ski de fond sur des pistes que je connais bien. Donc, justement, je n'étais pas sollicitée au plan cognitif, c'était presque mécanique. Ce qui fait que je suis revenue après, j'étais capable de m'asseoir sur le coussin pour continuer la gestion de l'anxiété. Oui. Oui, merci. Vraiment, bon, un autre commentaire vraiment édifiante. Merci pour cette magnifique présentation. Oui, effectivement, on va repartir avec des nouvelles ressources qui va avoir sûrement une incidence aussi pour le début de notre fin de semaine. Alors, je pense que ça va être bien aussi. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a encore quelques minutes. Oui, je pense aussi un des points importants, c'est de se situer ici et maintenant aussi. Je pense que ça peut avoir une incidence aussi sur la santé mentale. Merci beaucoup. Aimer le conseil, commencer avec une seule mesure pour ne pas tomber dans les 10 choses à faire. Oui, tout à fait. Je pense que ça, c'est important aussi. Alors, il y aura également la semaine prochaine une autre rencontre, alors qui va compléter la série des 3 webinaires comme tel. Alors, je pense que ça va être intéressant. Alors, ça va comme poursuivre, mais en même temps, on va faire un tour d'horizon, un vrai. Oui, puis on va reparler de cette générosité spontanée qui nous aide à contrer l'anxiété. On va parler entre autres d'un outil qui s'appelle le protocole de bienveillance. Selon l'état actuel des connaissances en neurosciences, c'est notre meilleur outil de protection psychologique. C'est connu dans le moment. Alors, je vous invite à venir découvrir le protocole de bienveillance la semaine prochaine. Oui. Je suis persuadée que ça va être fort intéressant parce que c'est des outils simples, mais en même temps qui nous permettent de faire des liens avec nos réalités également. Alors, écoutez, ça a été fort agréable encore une fois aujourd'hui de se retrouver. Et puis, je vais vous souhaiter, comme je vous dis, il y a toujours le lien là, que vous pouvez retrouver via Camrys. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, je vous remercie infiniment.